Marc Hilliard avait passé la majeure partie de sa vie à réparer les machines brisées des autres. Pendant plus de 40 ans, il avait travaillé vêtu d'un bleu de travail taché de graisse, rampant sous des châssis de voitures dans des garages exigus, redonnant vie à des moteurs grippés, tirant une fierté silencieuse de ces petits miracles où des boulons rouillés finissaient par céder après des années de résistance. Ce n'était pas un travail prestigieux, loin des lumières de Paris, et cela ne payait jamais assez pour s'offrir des vacances sur la Côte d'Azur ou des camions neufs tous les 2 ans. Mais cela mettait du pain et du vin sur la table, et petit à petit, cela remplissait la vieille boîte à biscuits en fer blanc qu'il gardait cachée derrière une caisse à outils poussiéreuse. Cette boîte, c'était son avenir, sa rébellion silencieuse contre l'idée qu'il finirait ses jours dans un appartement de location HLM qui sentait la vie des autres. Au moment où il fêta ses 60 ans, la boîte était devenue un compte en banque juste assez garni pour lui donner du courage. C'est alors qu'il trouva la maison de ses rêves, située dans une impasse tranquille bordée d'érables, une petite bâtisse de plain-pied en briques rouges avec un perron un peu affaissé qui donnait sur une rangée d'arbres fatigués. Elle n'était pas belle au sens classique, mais elle était à lui. Le prix était étrangement bas, une anomalie que l'agent immobilier avait expliquée par des propos vagues sur la nécessité pour les propriétaires de déménager rapidement vers le sud. Marc avait été prudent, plus méfiant que la moyenne, mais la fatigue a cette façon d'émousser même les instincts les plus aiguisés. Il s'était dit qu'il avait mérité cela, qu'il avait gagné le droit de ne pas scruter trop attentivement chaque ombre. Le quartier l'accueillit avec cette politesse feutrée des gens de province qui ont appris à ne pas attendre grand-chose des nouveaux arrivants. Il n'y eut pas de plat cuisiné déposé sur son seuil, pas d'enfants curieux regardant par ses fenêtres à carreaux, juste quelques hochements de tête de l'autre côté de la rue, et un homme, 2 maisons plus bas, qui leva une main en guise de salut sans prendre la peine de ralentir sa marche vers la boulangerie. Cela convenait parfaitement à Marc. Il avait toujours préféré le calme à la cérémonie. La maison elle-même semblait assez solide à première vue. Le toit en tuiles avait été réparé récemment, les fenêtres scellées avec du mastic frais, la peinture du salon d'une teinte neutre qui sentait légèrement l'ammoniac. Le sous-sol n'était pas fini mais sec, avec des murs en béton qui portaient les cicatrices discrètes de l'âge. Il remarqua une section près du coin le plus éloigné où la peinture avait une couleur légèrement différente, une nuance plus foncée, comme si quelqu'un avait fait une retouche à la hâte. Il haussa les épaules, mettant cela sur le compte de ces travaux cosmétiques que les vendeurs font pour rendre un lieu plus présentable sous les lumières crues des visites. Les premiers jours passèrent dans un flou de cartons de déménagement et de petites victoires. Il accrocha un calendrier des postes sur le mur de la cuisine, installa son lit sous la fenêtre qui donnait sur les érables, rangea ses outils dans le sous-sol avec un soin généralement réservé aux instruments chirurgicaux. Chaque soir, il s'asseyait à la table étroite de la salle à manger, mangeant des restes réchauffés de pot-au-feu et écoutant la maison s'installer autour de lui. Il y avait un réconfort dans ces sons, les cliquetis doux des tuyaux qui refroidissaient, le soupir bas de l'air glissant à travers des joints invisibles. L'orage éclata la 4e nuit sans avertissement, comme si le ciel de France avait retenu son souffle toute la journée. Marc se tenait à l'évier quand le premier coup de tonnerre roula au-dessus de sa tête, si fort qu'il fit trembler la vaisselle en faïence dans le placard. La pluie suivit en un déluge soudain, martelant le toit et les fenêtres avec une violence qui le fit tressaillir. Il éteignit la lumière de la cuisine et regarda la rue à travers la vitre trempée. Le monde au-delà se réduisait à des traînées d'argent et d'ombre. Quelque part au loin, un transformateur explosa, plongeant la maison dans l'obscurité, brisée seulement par l'éclat pâle des éclairs. Il se dit que c'était juste un autre orage continental typique de la région. Rien qu'il n'ait déjà vécu 100 fois auparavant. Pourtant, alors qu'il était allongé dans son lit plus tard, il sentit une vibration sous lui, si faible qu'il aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas la secousse brutale du tonnerre, mais quelque chose de plus bas, de plus persistant, un tremblement lointain qui semblait voyager à travers le plancher jusque dans ses os. Il retint son souffle et écouta, s'efforçant de séparer le son du fracas de la pluie. Cela lui rappelait le fait de se tenir trop près d'une autoroute, de sentir les poids lourds avant de les entendre. Finalement, l'épuisement l'emporta. Le matin apporta un soleil faible et aqueux et l'odeur de terre mouillée. Marc s'habilla lentement, ses muscles raides à cause du lit inconnu, et descendit au sous-sol pour vérifier s'il y avait des fuites. Les marches en béton étaient froides sous ses pieds nus, l'air embalourd d'une humidité qui fit se hérisser la chair de poule sur ses bras. Il alluma la lumière et resta immobile, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Une fissure courait du plafond jusqu'au sol, dentelée et assez large par endroits pour y glisser un doigt. Ce n'était pas la fracture capillaire du béton qui se tasse, ni la toile d'araignée de l'âge, mais une blessure fraîche et violente dans le mur.
de la poussière grise gisait en croissant sur le sol en dessous, comme si le mur avait mué dans la nuit. Marc s'approcha, le cœur battant dans sa poitrine, et plaça sa paume contre le béton froid. Il pouvait sentir un souffle d'air effleurer sa peau, une respiration venue de quelque part au-delà du mur. Il recula, scrutant le reste du sous-sol, mais tout le reste semblait inchangé. Les cartons qu'il avait empilés le long du mur opposé étaient toujours soigneusement alignés, la chaudière silencieuse et obéissante. Seule cette fissure, laide et insistante, refusait d'avoir du sens. Il alla chercher un mètre ruban dans sa caisse à outils et mesura la partie la plus large, près d'un bon centimètre. Il marqua les bords avec un morceau de craie, sa main ferme malgré le malaise croissant qui lui nouait l'estomac. Il avait vu des blocs moteurs fissurés et des châssis tordus, et il connaissait la différence entre un défaut qui avait grandi au fil des années et un qui était arrivé comme un coup de poing. C'était le second cas. Pendant un moment, il essaya de raisonner. L'orage avait été féroce. Le sol avait pu bouger. Les fondations pouvaient réagir à l'eau là où elles ne devraient pas être. Les vieilles maisons françaises faisaient des choses étranges. Pourtant, le courant d'air froid sur sa peau et la note creuse que le mur rendait lorsqu'il frappait dessus avec ses jointures ne le lâchaient pas. Le son était faux. Plus profond que le béton solide n'avait le droit de l'être. Un écho sourd qui fit sauter son pouls. Il resta là longtemps, écoutant le goutte à goutte de l'eau quelque part dans l'obscurité derrière la chaudière, sentant la maison se dresser au-dessus de lui comme un témoin silencieux. Il pensa à sa boîte de biscuits, aux années qu'il avait fallu pour la remplir, à la façon dont le sourire du vendeur n'avait jamais tout à fait atteint ses yeux. Finalement, il remonta les marches et s'assit à la table de la cuisine, fixant le calendrier comme s'il pouvait offrir une explication. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, ce n'en avait pas fini avec lui. La fissure dans le mur n'était pas juste un défaut dans le béton. C'était un message, un avertissement écrit dans une langue qu'il n'avait pas encore appris à lire. La fissure resta avec Marc toute la journée, même quand il ne la regardait pas. Il continua machinalement son installation, transportant des cartons d'une pièce à l'autre, empilant des livres sur l'étagère qu'il avait montée la veille, accrochant son manteau au crochet près de la porte arrière. Chaque petite tâche ressemblait à un argument qu'il essayait de gagner contre la peur qui avait pris racine dans sa poitrine. « La maison est à moi », se répétait-il. Elle avait appartenu à d'autres gens avant lui, et elle ne les avait pas avalés tout rond. Le béton se fissure. Les vieux bâtiments bougent. Les orages font pire que ce que la plupart des gens veulent admettre. Mais le souvenir de ce souffle froid s'infiltrant à travers le mur revenait chaque fois qu'il s'arrêtait, chaque fois que les pièces devenaient trop silencieuses, et que ses propres pensées devenaient bruyantes. À midi, il s'était convaincu, au moins temporairement, que la chose la plus intelligente à faire était d'observer, pas de paniquer, pas de commencer à abattre des murs comme un homme désespéré dans une histoire d'horreur. Il redescendit au sous-sol avec une lampe de poche et le mètre ruban, s'accroupit près de la fracture, et vérifia les marques de craie qu'il avait faites plus tôt. La fissure semblait identique à première vue, la même ligne dentelée comme un éclair gelé dans le béton. Pourtant, quand il glissa l'embout métallique du mètre dans la partie la plus large, il sentit qu'il accrochait moins fermement qu'avant. La mesure n'était différente que d'une fraction, le genre de changement que la plupart des gens manqueraient ou rejetteraient comme de l'imagination. Mais Marc ne le manqua pas. Il travaillait avec des tolérances mécaniques tous les jours. Il savait ce que signifiaient les petits décalages quand il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il pressa son oreille contre le mur, ignorant le gravier qui éraflait sa joue. Au début, il n'y avait que sa propre respiration, le bourdonnement lointain du réfrigérateur à l'étage. Puis, faiblement, un son bas comme un moteur lointain tournant au ralenti. Ce n'était pas constant. Cela venait par impulsion lente, montant et descendant comme si quelque chose profondément sous terre se réveillait et se rendormait. Il se recula, la peau picotant, et tapa de nouveau le mur avec ses jointures. La note creuse lui répondit, plus profonde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si le béton n'était qu'une fine peau sur le vide. Il se surprit à marcher le long du périmètre du sous-sol, cherchant d'autres signes. Le sol semblait de niveau. Les poteaux de support se tenaient droits. Les murs, à part celui-là, étaient quelconques, de cette façon terne qu'ont habituellement les murs de cave. Mais alors il remarqua une ligne près du bas du mur opposé, où la peinture rencontrait le béton en un bord anormalement net. On aurait dit que quelqu'un avait scellé le long de la base il n'y a pas si longtemps, une bande brillante de mastic qui n'avait pas encore jauni avec l'âge. Il s'accroupit et passa un pouce dessus. Frais. Trop frais.
Un souvenir remonta à la surface, la main de l'agent immobilier, s'agitant vaguement alors qu'elle parlait de mise à jour mineure, sa voix trop enjouée dans la pénombre. Marc avait hoché la tête alors, distrait par sa propre excitation. Maintenant, avec la fissure qui le fixait comme une accusation, ces mises à jour mineures ressemblaient au premier indice d'une histoire à laquelle il n'avait jamais accepté de participer. Il se força à remonter et fit du café, bien qu'il n'ait le goût de rien. Il mangea un sandwich sans ressentir la faim. Il essaya de se concentrer sur des questions pratiques. Les services publics étaient à son nom maintenant. Les papiers d'assurance étaient dans un dossier soigné. La clé de la boîte aux lettres était sur le comptoir. Pourtant, chaque fois qu'il bougeait, il sentait la maison sous lui d'une nouvelle façon, comme si ses pieds n'étaient plus sur la terre ferme, mais sur quelque chose qui pouvait bouger sans avertissement. En fin d'après-midi, les nuages revinrent, bien que sans la violence de la nuit précédente. Une bruine régulière commença, douce au début, puis plus lourde, le fameux crachin, comme si le ciel s'était souvenu qu'il n'avait pas fini. Marc la regarda depuis la fenêtre du salon. L'eau coulait dans la rue en minces ruisseaux, s'accumulant dans les creux le long du trottoir. Il remarqua à quelle vitesse le jardin devenait saturé, la terre s'assombrissant, l'herbe s'aplatissant. Il se dit que c'était normal. C'était l'hiver, glissant vers le printemps, et la terre retenait toujours l'eau plus longtemps qu'elle ne le devrait. Pourtant, il ne pouvait se défaire du sentiment que la terre sous sa maison buvait plus qu'elle ne pouvait en supporter. À l'approche de la soirée, il descendit de nouveau pour vérifier les marques de craie. La fissure avait perdu plus de poussière. Une fine poudre grise gisait sur le sol comme des cendres. Il mesura encore et confirma ce qu'il craignait. Elle s'était élargie, pas dramatiquement, mais assez pour être réelle. À un endroit, une fine ligne s'était ramifiée comme une veine, courant vers le coin. Il la fixa jusqu'à ce que ses yeux commencent à lui faire mal. Dans son esprit, il voyait un châssis de voiture plié par une collision. La première fracture semblait toujours petite, gérable, jusqu'à ce qu'on regarde de plus près et qu'on réalise que toute la structure était compromise. Il se souvenait de la façon dont le métal pouvait céder sans avertissement quand la fatigue s'installait. La façon dont une pièce pouvait tenir sous la tension pendant des années et ensuite casser en un instant qui semblait arbitraire. Le béton pouvait faire la même chose. Le sol en dessous pouvait faire pire. Il remonta à l'étage et fit les 100 pas dans le couloir étroit, son téléphone à la main. Appeler un entrepreneur semblait prématuré. Appeler la mairie semblait être un aveu de défaite. Il ne voulait pas être le genre d'homme qui achetait une maison et commençait immédiatement à exiger des inspections comme un imbécile paniqué. Il avait de la fierté, et la fierté lui avait déjà coûté cher auparavant. Mais elle vivait encore en lui comme une vieille habitude tenace. Il n'appela personne ce soir-là. Au lieu de cela, il choisit la vigilance, comme il l'avait toujours choisi quand un moteur faisait un bruit qu'il ne devrait pas. Surveiller. Écouter. Apprendre le rythme du problème avant de tout démonter. Il essaya de dormir. Il resta allongé dans le lit avec les lumières éteintes, écoutant la pluie revenir par courtes rafales contre le toit. La maison semblait plus silencieuse que la nuit précédente, comme si elle retenait son souffle. Il ferma les yeux et força ses muscles à se détendre. Pendant un moment, cela fonctionna. Son esprit flottait, à moitié rêvant. Puis la vibration basse revint. C'était subtil au début, à peine plus que la sensation d'un camion passant sur une route lointaine, mais cela ne s'estompa pas. Cela grandit, un tremblement profond qui semblait monter à travers les lattes du plancher et dans le cadre du lit. Son verre d'eau sur la table de nuit trembla, la surface frémissant en petites ondulations. Marc s'assit, le cœur martelant, et écouta. Le son avait un rythme maintenant, comme des vagues lentes se brisant contre un rivage. Il balança ses jambes hors du lit et se tint pieds nus sur le parquet. La vibration semblait plus forte à ses pieds. Il marcha dans le couloir, plaça une main sur le mur, et la sentit faiblement là aussi. Un orage pouvait secouer une maison, mais le ciel était calme maintenant. Cela venait d'en bas, de la terre elle-même. Il alla à la cuisine, prit la lampe de poche, et hésita à la porte du sous-sol. Il aurait pu rester à l'étage et appeler quelqu'un le matin. Cela aurait été la chose sensée à faire, mais Marc n'avait jamais été capable de laisser un problème intact quand il savait qu'il grandissait. Il ouvrit la porte et descendit, chaque marche craquant sous son poids. La lumière du sous-sol jetait une lueur jaune crue. La fissure l'attendait, les marques de craie brillantes contre le gris.
La vibration était plus forte ici en bas, presque comme un moteur lointain montant en régime sous la charge. Il s'approcha du mur lentement, gardant son poids uniformément réparti, un instinct absurde, comme si le sol pouvait soudainement céder sous un pied. Quand il plaça sa paume près de la fissure, il sentit de nouveau le courant d'air froid et quelque chose d'autre. Un faible tremblement dans le béton lui-même, non pas de son toucher, mais de l'intérieur. Il retira sa main, puis se pencha assez près pour pouvoir sentir le mur. Il portait l'odeur de pierre mouillée et quelque chose de métallique, comme de vieux outils laissés trop longtemps dans un abri humide. Une goutte d'eau glissa du plafond et s'écrasa sur le sol près de sa chaussure. Une autre suivit. Il traça la source avec sa lumière et trouva une fine ligne d'humidité courant le long d'un tuyau, mais le tuyau n'avait pas l'air endommagé. On aurait dit que l'air lui-même était devenu plus humide, comme si le sous-sol inspirait du brouillard. Il s'accroupit et examina la base du mur. La ligne de mastic qu'il avait remarquée plus tôt n'était pas dans ce coin-ci. Au lieu de cela, quelqu'un avait peint soigneusement sur le béton d'une manière qui cachait les différences subtiles de texture. Marc inclina sa lumière et le vit. Un rapiessage d'environ 30 cm de large où le béton était plus lisse, plus neuf. Le bord avait été fondu dans le mur environnant avec de la peinture, mais la ligne de jointure était toujours là si on savait comment regarder. Il pressa un ongle dans la peinture. Elle se souleva légèrement, révélant en dessous une fine couche d'enduit qui ne faisait pas partie du mur d'origine. Il sentit son estomac tomber. Ce n'était pas le genre de réparation mineure que l'on fait pour l'esthétique. C'était le genre que l'on fait parce qu'on essaie de cacher une preuve. Il se redressa, respirant plus vite maintenant, et balaya le faisceau de la lampe de poche sur le mur. Un autre rapiessage, plus petit, près du coin, et un troisième près du sol où quelqu'un avait étalé quelque chose d'épais et peint par-dessus. Quiconque avait possédé cette maison avant lui était descendu ici, avait regardé les dégâts et avait choisi de ne pas les réparer correctement. Ils avaient choisi de les couvrir. La vibration surgit puis s'apaisa, comme si quelque chose profondément en dessous avait déplacé son poids. Marc recula du mur. Il se sentit soudainement idiot d'être seul ici en bas dans un sous-sol qui pourrait ne pas rester un sous-sol très longtemps. Il remonta les marches rapidement, fermant la porte derrière lui comme si elle pouvait empêcher la terre de l'atteindre. À l'étage, la maison semblait différente. Pas plus sûre, juste moins immédiate. Il s'assit à la table de la cuisine et fixa le téléphone. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran. Il pensa à son neveu, Elias. Techniquement, Elias était le fils de sa sœur, mais Marc avait été présent dans la vie du garçon de la façon dont les pères ne l'étaient parfois pas. Elias avait grandi autour des outils de Marc et de la patience de Marc, le regardant réparer ce que d'autres avaient jeté. Maintenant, Elias travaillait pour un service d'expertise en bâtiment, le genre de travail qui exigeait un esprit stable et une aisance avec les vérités inconfortables. Si quelqu'un pouvait regarder une fissure et dire à Marc si c'était ordinaire ou catastrophique, c'était lui. Marc appela. Elias répondit à la troisième sonnerie, la voix ensommeillée et agacée jusqu'à ce qu'il entende le ton de Marc. Marc décrivit la fissure, la façon dont elle était apparue du jour au lendemain, la façon dont elle semblait s'élargir, l'air froid qui passait à travers. Il mentionna la vibration, prenant soin de ne pas paraître hystérique. Il y eut une pause sur la ligne, le bruit d'Elias bougeant dans son lit. « Tonton, dit finalement Elias, les fissures arrivent, mais une fissure aussi grosse du jour au lendemain n'est pas normale. Et si tu sens des vibrations sans orage, c'est... Ce n'est pas quelque chose que j'ignorerais. » Je ne l'ignore pas, dit Marc, bien que sa voix le trahisse. Bien, répondit Elias. Son ton changea, s'aiguisant en une concentration professionnelle. Il posa des questions. L'âge de la maison, la direction de la fissure, si le sol montrait un soulèvement, si les portes à l'étage coinçaient. Marc répondit du mieux qu'il put. Elias redevint silencieux. « Tu as dit qu'il y avait un orage, dit Elias. Pluie battante. La plus forte que j'ai entendue depuis un moment, admit Marc. Ça élimine quelques trucs. En rend d'autres plus probables, murmura Elias. Ça pourrait être la pression hydrostatique. Ça pourrait être un mouvement de terrain. Ça pourrait être que tu as un vide là-dessous qui s'effondre. Je ne veux pas deviner au téléphone. Marc déglutit. Tu peux venir? Je peux venir demain matin, dit tout de suite Elias. À la première heure. Ne redescends pas là-bas ce soir.
Je suis sérieux. Reste à l'étage. Si tu entends quoi que ce soit empirer, si le sol bouge, sors de la maison. Va dans ta voiture ou chez un voisin. Promets-le-moi. Marc hésita, la fierté montant de nouveau comme un réflexe, puis la refoula. Je le promets, dit-il. Elias expira. J'apporterai une caméra thermique et un endoscope. On jettera un coup d'œil, mais tonton, ne touche à rien ce soir. Ne perce pas. Ne gratte pas. Contente-toi d'observer. Après avoir raccroché, Marc s'assit dans la cuisine sombre avec le téléphone à la main, la pluie tapotant doucement à la fenêtre. Il voulait ressentir du soulagement, mais ce qu'il ressentait à la place était la lourde confirmation que quelque chose n'allait pas, assez pour rendre la voix d'Elias tranchante. Il essaya une fois de plus de dormir, mais maintenant son esprit remplissait chaque silence de sons imaginés. Il était allongé sur le dos, fixant le plafond, comptant ses respirations. Chaque craquement de la maison le rendait tendu. Chaque rafale de vent dehors sonnait comme un gémissement venu d'en bas. À un moment donné, il dut sombrer, car il se retrouva à moitié en train de rêver de vieilles mines et de tunnels, d'hommes au visage noirci dessus disparaissant sous terre. Il voyait des poutres en bois glissantes d'eau, entendait le gémissement du bois sous la tension. Il se réveilla soudainement, assis droit, le cœur battant la chamade. La maison était silencieuse. Puis, de quelque part sous lui, vint un son si distinct qu'il effaça tout doute. C'était un craquement sec et net, comme une planche épaisse cassant sous la pression. Il résonna faiblement à travers les murs, suivi d'un grondement sourd d'affaissement, comme si quelque chose avait bougé et trouvé un nouvel endroit pour se reposer. Marc resta figé dans le noir, écoutant ce qui allait suivre. Rien ne vint. Un silence revint, plus lourd qu'avant, et dans ce silence, il comprit que l'avertissement écrit dans le mur du sous-sol n'avait pas fini d'être écrit. Il prenait seulement son temps. Marc ne se rendormit pas après le bruit du bois qui cassait sous sa maison. Il resta allongé dans l'obscurité les yeux ouverts, regardant le contour faible du plafond, écoutant les longs étirements de silence entre les craquements qui semblaient maintenant trop forts, trop délibérés. Quand l'aube s'infiltra finalement dans la pièce, grise et réticente, il se leva avec une raideur qui n'avait rien à voir avec l'âge. La promesse qu'il avait faite à Elias pesait sur lui, ne redescends pas là-bas ce soir. Il l'avait tenue, mais le sous-sol l'appelait maintenant d'une manière différente, non pas avec des vibrations ou un souffle froid, mais avec la certitude sourde que quoi qu'il se passât, cela s'accélérait. Elias arriva avant 8 heures, sa voiture entrant dans l'allée avec un sens du devoir qui contrastait vivement avec le calme endormi de l'impasse des érables. Il sortit avec un sac de sport en bandoulière sur une épaule et une mallette en plastique dur dans l'autre main. Il paraissait plus jeune que dans le souvenir de Marc, bien que cela pût être l'effet de le voir à travers des yeux aiguisés par la peur. Il portait un jean et une veste sombre, ses cheveux encore légèrement humides d'une douche précipitée. Ils s'étreignirent brièvement à la porte, un geste qui portait plus de poids qu'aucun d'eux ne voulait l'admettre. Elias ne perdit pas de temps en banalité. Son regard balaya le couloir, le salon, la porte fermée du sous-sol. « Ça va ?» demanda-t-il, bien que la question fût presque rhétorique. « Je ne suis pas redescendu, dit Marc. Mais j'ai entendu quelque chose craquer la nuit dernière, comme du bois qui rompt. » La mâchoire d'Elias se serra. « Allons voir ça, dit-il, et il posa son équipement sur la table de la cuisine. Il ouvrit le sac de sport et étala ses outils avec un soin exercé qui rappelait à Marc la façon dont il disposait ses propres clés anglaises. Il y avait une caméra thermique portable, un appareil d'évaluation des sols compact qui ressemblait à une boîte métallique aplatie avec un petit écran, une perceuse à batterie avec de longues mèches à maçonnerie, et une caméra endoscopique flexible enroulée proprement comme un serpent endormi. Ils descendirent ensemble dans le sous-sol, se déplaçant lentement, écoutant. La vibration que Marc avait sentie dans la nuit avait disparu, remplacée par un calme qui semblait temporaire, comme la pause entre un tonnerre lointain et la pluie qui suivait. La fissure fut la première chose qu'Elias vit. Il s'accroupit devant sans toucher, étudiant les marques de craie, la poussière sur le sol. « C'est nouveau, dit doucement Elias. Ce genre de séparation n'arrive pas d'un coup sans raison. » Il passa un doigt à quelques centimètres de la fissure, prenant soin de ne rien déranger. « Tu vois comment les bords ne sont pas arrondis ? Ça ne fait pas longtemps que c'est là. » Marc hocha la tête. Il se sentait étrangement soulagé de voir sa peur validée. Elias sortit la caméra thermique et l'alluma.
Le petit écran s'anima dans un lavis de couleurs qui représentait les différences de chaleur invisibles à l'œil nu. Il balaya lentement le mur, le plafond, le sol. La majeure partie du sous-sol brillait dans des tons sourds, le béton retenant le froid de la nuit. Mais quand il passa sur la fissure, les couleurs changèrent radicalement. Une longue bande verticale apparut en bleu profond et violet, bien plus froide que le mur environnant. « Tu vois ça ?» dit Elias, inclinant l'écran pour que Marc puisse voir. Ça signifie qu'il y a un mouvement d'air derrière, pas juste de l'humidité. Un vide. Grand comment ? demanda Marc. La bouche d'Elias se tordit d'une manière qui était moitié excuse, moitié retenue professionnelle. Assez grand pour être un problème, dit-il. Je ne sais pas jusqu'où ça va encore, mais cette zone froide n'est pas quelque chose qu'on obtient d'une fracture capillaire ou d'une petite poche d'eau. Il passa à l'appareil d'évaluation du sol, le plaçant à plat contre le mur près de la fissure. La machine bourdonna doucement, son écran se remplissant de chiffres et de graphiques simples qui ne signifiaient pas grand-chose pour Marc, mais qui inquiétaient clairement Elias. Il déplaça l'appareil par petits incréments, cartographiant la zone, son front se plissant plus profondément à chaque passage. Il y a une anomalie de densité derrière cette section, dit finalement Elias. Les relevés partent dans tous les sens. Ça signifie que le matériau derrière le mur n'est pas uniforme. Ça pourrait être de la terre meuble, ça pourrait être une cavité, ça pourrait être quelque chose de fabriqué par l'homme qui s'est dégradé. Marc sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du sous-sol. Comme un tunnel ? Elias ne répondit pas tout de suite. Il se leva, recula, et regarda le mur comme s'il essayait de voir à travers avec rien d'autre que sa volonté. Peut-être, dit-il. Mais avant de sauter aux conclusions, vérifions le reste du sous-sol. Ils passèrent la demi-heure suivante à inspecter chaque coin. Elias montra des détails que Marc aurait pu manquer, même avec son malaise croissant. La peinture le long du bas des murs était plus récente qu'elle n'aurait dû l'être, pas seulement à un endroit, mais à plusieurs, comme si quelqu'un avait travaillé systématiquement pour sceller la base. Il y avait de minuscules variations dans la texture du béton qui suggéraient des rapiessages plutôt qu'une construction d'origine. À un endroit près de la chaudière, Elias trouva un faible contour sous la peinture qui ressemblait au bord d'une vieille plaque de réparation. « C'est de la dissimulation », dit Elias calmement. « Pas de la cosmétique. » Quelqu'un savait qu'il y avait un problème et ne voulait pas que ça se remarque. Ils firent une pause à l'étage, assis à la table de la cuisine avec des tasses de café qui restèrent intouchées. Marc étala les papiers de la vente, ses doigts tremblants alors qu'il feuilletait les rapports d'inspection et les formulaires de déclaration. Tout semblait propre. Pas de mention d'affaissement, pas de note sur un risque structurel, seulement le baratin habituel sur la propriété vendue en l'état. Ils ont précipité la signature, dit Marc, le souvenir s'aiguisant maintenant. Les vendeurs ont dit qu'ils avaient une urgence familiale. Ils n'arrêtaient pas de s'excuser pour le court préavis. Elias secoua la tête lentement. Ça ne veut pas dire culpabilité, mais combiné avec ce qu'on voit. Il laissa sa phrase en suspens, puis leva les yeux vers Marc avec quelque chose comme de la colère dans le regard. « Tonton, je pense que tu t'es fait avoir. » Au mieux, ils ont ignoré un avertissement sérieux. Au pire, ils l'ont caché. Les mots se posèrent sur Marc comme un poids. Il avait passé une vie à croire que si l'on faisait bien son travail et qu'on traitait les gens équitablement, le monde vous le rendrait. Cette croyance avait été ébréchée au fil des ans, mais elle n'avait jamais été brisée. Maintenant, elle se fissurait, reflétant le mur en bas. Ils redescendirent, la décision tacite prise. S'il y avait un vide, ils devaient le voir. Pas pour satisfaire la curiosité, mais pour comprendre le risque. Elias choisit un endroit à quelques centimètres de la fissure principale où la caméra thermique montrait la lecture la plus froide. Il vérifia le sol autour d'eux, s'assura qu'il se tenait du côté opposé du sous-sol, pas directement sous la fracture. Ça pourrait n'être rien, dit-il, bien que son ton trahît le mensonge. Mais ça pourrait aussi aggraver les choses. Il y a de la pression derrière le mur. Percer pourrait la relâcher de manière imprévisible. Donc si je te dis de bouger, tu bouges. Pas de discussion. Marc hocha la tête. Il avait fait confiance à Elias avec des outils et des moteurs depuis que le garçon avait 12 ans. Lui faire confiance maintenant était plus facile que de faire confiance à ses propres instincts. La mèche de la perceuse mordit dans le béton avec un gémissement strident.
de la poussière s'échappa autour, recouvrant les gants d'Elias de gris. La vibration de l'outil était une petite chose contrôlée comparée au tremblement plus profond que Marc avait senti dans la nuit, mais elle faisait quand même chanter ses nerfs. La perceuse grignota le mur centimètre par centimètre, et puis soudain la résistance disparut. Un sifflement d'air froid jaillit du trou, assez fort pour faire volter les chevelages sur les tempes de Marc. Il portait avec lui une odeur qu'il ne put placer au début, quelque chose de rassis et métallique, comme un atelier abandonné depuis longtemps et scellé depuis des décennies. Elias éteignit la perceuse et se recula, les yeux écarquillés. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le sous-sol semblait différent maintenant, comme s'il avait ouvert sa bouche pour révéler quelque chose qu'il cachait. Elias enroula la caméra endoscopique, équipa son extrémité d'un petit anneau LED, et l'inséra dans le trou. L'écran montra l'intérieur du mur au début, le béton rugueux cédant la place à l'obscurité. La caméra glissa vers l'avant, le câble se déroulant doucement de la main d'Elias. L'obscurité persista plus longtemps qu'aucun d'eux ne s'y attendait. Puis la vue changea brusquement, le bord du béton tombant, remplacé par rien du tout. La caméra pendait, sa petite lumière n'illuminant qu'une fraction de l'espace dans lequel elle était entrée. Elle oscilla légèrement, révélant une surface métallique courbe loin en dessous. Puis quelque chose qui ressemblait à une échelle boulonnée dans la pierre. Un nuage de poussière dériva à travers le faisceau, transformant l'obscurité en un lent tourbillon sous-marin. Marc se pencha plus près, oubliant les avertissements d'Elias le temps d'un battement de cœur. L'image était à la fois étrangère et d'une familiarité dérangeante, comme tombée sur une photographie d'une autre vie. « Ce n'est pas de la terre », chuchota Elias. « C'est une structure. » Comme en réponse, le sous-sol frémit. Ce n'était pas la vibration lointaine de la veille, mais une secousse nette et immédiate qui fit vaciller la lumière au-dessus. L'image de la caméra devint floue alors que le câble tressautait dans la prise d'Elias. « Recule », dit Elias, sa voix soudainement forte. « Marc, recule maintenant. » Ils firent 2 pas, puis un autre. Le mur gémit. Un son qui semblait venir de partout à la fois. Une fracture capillaire jaillit du trou percé, se ramifiant comme une fissure dans la glace. De la poussière se déversa en un rideau gris, et puis le mur commença à bouger. Il ne s'effondra pas vers l'intérieur, comme Marc aurait pu s'y attendre, mais vers l'extérieur, comme si le béton lui-même était aspiré dans le vide au-delà. Une section de la taille d'un réfrigérateur se détacha, basculant vers l'avant avec une grâce lente et terrible avant que la gravité ne la réclame. Le morceau tomba, frappant quelque chose d'invisible en bas avec un bruit sourd et retentissant qui résonna jusque dans le sous-sol comme un battement de tambour. Elias tira Marc en arrière juste au moment où un autre morceau cédait. Ils trébuchèrent, tombèrent contre le mur opposé, et regardèrent dans un silence stupéfait la fracture s'élargir en une ouverture dentelée qui saignait l'obscurité. La poussière remplit l'air, transformant le sous-sol en un paysage onirique brumeux, où les formes perdaient leur bord, et les sons venaient de nulle part et de partout à la fois. Quand la secousse s'arrêta, le silence qui suivit fut si complet qu'il résonna dans les oreilles de Marc. Le trou dans le mur bâillait devant eux, une plaie qui menait dans une profondeur qu'aucun sous-sol n'était jamais censé avoir. L'air froissant déversait par vagues régulières, portant la même odeur métallique, maintenant plus forte, maintenant indéniable. Marc le fixa, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait s'évanouir. Il avait voulu des réponses. Il n'avait pas voulu ça. La poussière restait suspendue dans l'air du sous-sol comme un rideau qui refusait de se lever. Marc goûtait le béton sur sa langue et le sentait s'installer dans les rides de son visage, dans le tissu de sa chemise, dans les plis de la mémoire, là où la forme ordinaire de sa vie venait d'être déchirée.